Ma fille m'a crié devant ses enfants que j'étais un fardeau, et elle a eu l'audace de dire que même mes petits-enfants ne me supportaient pas. Mais cette même nuit, ils sont venus me chercher en pleurant, disant qu'ils voulaient seulement vivre avec moi. Je m'appelle Françoise, j'ai 65 ans et j'ai consacré chaque seconde de ma vie à prendre soin de mes enfants et petits-enfants. Quand je me suis séparée de leur père, je l'ai fait sans hésiter pour les protéger. J'ai travaillé en nettoyant des maisons, en cuisinant pour des inconnus, en lavant le linge d'autrui, tout cela pour qu'ils ne manquent de rien. Il y a 1 an, j'ai emménagé avec ma fille aînée Sophie pour l'aider avec ses 3 enfants pendant qu'elle travaillait. Je cuisinais, nettoyais, m'occupais des enfants, les amenais à l'école et même je cousais leurs déguisements pour les festivals. Je le faisais avec plaisir car j'ai toujours cru que l'amour d'une mère ne connaît pas la fatigue. Mais ce jour-là, tout a changé. Sophie se disputait avec son mari dans le salon. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand j'ai entendu qu'on m'appelait un obstacle. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Quelques minutes plus tard, ma fille est entrée dans la salle à manger avec les yeux pleins de rage et m'a lancé une phrase qui m'a brisé l'âme. « Même mes enfants ne te supportent pas. » Elle a dit qu'elle ne me supportait plus que par pitié et qu'il était temps que je parte de sa maison. Je ne savais pas si c'était la douleur ou la honte qui était la plus forte. Et le pire, c'est qu'elle l'a dit devant mes petits-enfants qui me regardaient sans comprendre pourquoi leur maman me parlait ainsi. Cette nuit-là, j'ai fait mes bagages sans faire de bruit. Mes mains tremblaient pendant que je rangeais mes médicaments et quelques vêtements de rechange dans un sac recyclé. Je n'ai pas voulu dire au revoir. J'ai pensé que si mes propres petits-enfants avaient entendu ces mots et n'avaient rien dit, alors peut-être que c'était vrai. Je suis sortie de la maison avec la lune haute et le cœur brisé. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus et j'ai pris le premier qui passait. Sans destination, sans plan, juste avec le désir de disparaître un moment du monde. Mais avant que je puisse décider où aller, mon téléphone portable a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu avec peur et j'ai entendu la voix tremblante de mon petit-fils aîné Antoine qui suppliait « Grand-mère, où es-tu ? Nous ne voulons pas rester avec maman, nous voulons partir avec toi. » Cet appel m'a rendu l'âme au corps. Antoine, avec seulement 13 ans, parlait comme s'il avait le poids du monde sur ses épaules. Il m'a dit que lui et ses frères étaient enfermés dans la chambre en pleurant parce que leur maman leur avait interdit de me parler, mais que dès qu'elle s'endormirait, ils s'échapperaient avec ses petits frères et me chercheraient. Je ne savais pas s'il pleurait d'émotion ou d'impuissance. Je lui ai donné l'adresse d'une amie de jeunesse chez qui je restais pour cette nuit et j'ai raccroché sans savoir s'il apparaîtrait vraiment ou si c'était juste une impulsion enfantine. Il était presque 2 heures du matin, quand nous avons entendu les coups à la grille. Mon ami est sorti d'abord avec un bâton à la main, pensant que c'était un voleur. Mais dès que nous avons ouvert la porte, ils étaient là. Antoine avec un sac à dos suspendu à l'épaule, portant sa petite sœur de 6 ans et tenant la main du plus petit, qui venait en pyjama avec les yeux gonflés, d'avoir tant pleuré. « Nous ne voulons plus vivre avec maman », a-t-il dit sans détour. Ils m'ont embrassés tous les 3 en même temps, comme s'ils ne m'avaient pas vue depuis des années. J'ai senti leur peur, leur tendresse et aussi leur décision. Ils ne voulaient pas retourner. Les jours ont passé et j'ai su la vérité. Sophie leur criait dessus, les laissait sans dîner, les envoyait se coucher punis pour n'importe quoi. Elle leur disait que j'étais une vieille inutile, qui ne faisait que pitié et qu'avoir à la maison était un sacrifice. Mais malgré tout, les enfants continuaient à m'aimer. Ils m'ont confessé qu'à l'école, quand est arrivé le jour des mères, ils ne voulaient pas que Sophie vienne au festival. Ils ont pleuré à la direction pour que je les accompagne, parce qu'ils disaient que leur vraie maman était grand-mère. Quand j'ai entendu cela, j'ai su que je n'étais pas seule. J'ai su qu'il restait encore de l'amour véritable dans cette maison, et qu'il était de mon côté. Mais tout ne serait pas si simple. Cette même après-midi, pendant que les enfants faisaient la sieste serrée sur le même matelas, mon téléphone portable a commencé à sonner sans arrêt. C'était Sophie, puis le père, puis des messages avec des menaces et des mots blessants. « Si tu ne ramènes pas mes enfants, tu vas le regretter.
Tu les kidnappes, vieille folle. Tu n'as aucun droit. J'ai fermé le téléphone avec... Cette guerre ne faisait que commencer, et je savais que ma fille ne s'arrêterait pas avant de me réduire en pièces. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque bruit dehors me semblait être une patrouille. Chaque ombre à la fenêtre m'accélérait le cœur. Bien que je n'aie commis aucun délit, je me sentais coupable, comme si je volais ses enfants. Mon ami a essayé de me tranquilliser en m'assurant que tant que les enfants voulaient être avec moi, personne ne pourrait les obliger à retourner. Mais je connaissais ma fille, je savais de quoi elle était capable, et je savais aussi que dans ce pays, une femme âgée sans argent ni pouvoir, la dernière chose qu'elle a, c'est une voix. Le jour suivant, nous sommes allés voir une avocate connue de mon ami. Elle m'a reçu avec amabilité, mais dès que je lui ai raconté l'histoire, son expression a changé. Elle m'a dit que légalement, les parents ont la garde totale et que si Sophie décidait de me poursuivre pour rétention illégale, elle pourrait même venir avec la police pour m'arracher les enfants. Je me suis sentie couler. La seule chose qui me restait était la parole de ces 3 petits-enfants qui m'embrassaient. Le soir, comme si j'étais leur bouclier. L'avocate m'a recommandé de ne pas me cacher, mais de faire les choses bien, de faire un rapport avec les services sociaux et de chercher le soutien des enfants eux-mêmes pour témoigner. Cette même après-midi, je les ai amenés témoigner. Un par un, d'une voix ferme, ils ont raconté ce qu'ils vivaient avec leur mère, comment elle les insultait, comment elle leur criait qu'ils étaient un fardeau, comment elle leur interdisait de me voir et les punissait pour parler de moi. Ils ont raconté qu'à l'école, ils préféraient que je vienne au festival du jour des mères parce qu'ils me sentaient plus maman qu'elles. Le travailleur social les a écoutés avec attention, et à la fin, il a seulement dit « Ceci n'est pas commun, et ce n'est pas votre faute, madame. C'est la faute des adultes qui oublient de prendre soin. » Mais pendant que nous essayons de protéger notre petit refuge, Sophie continuait déterminée à le détruire. Cette nuit-là, pendant que je préparais du riz au lait pour les enfants, j'ai reçu une vidéo. C'était elle en train de se filmer devant sa maison, pleurant faussement, disant, entre sanglots, que je lui avais volé ses enfants. Ma maman a emmené mes enfants. Je ne sais pas ce qu'elle leur a dit, mais elle les a trompés. Aidez-moi à les retrouver. À la fin de la vidéo, elle a ajouté « Si quelque chose leur arrive, ce sera de sa faute. » Et elle l'a publiée sur les réseaux sociaux où elle a rapidement commencé à recevoir des commentaires, que je n'imaginais pas qu'ils iraient si loin. Je me suis réveillée avec le son des notifications qui explosaient sur mon téléphone. Au début, j'ai pensé que c'était quelque chose sans importance, mais quand j'ai ouvert les messages, j'ai senti que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Sophie avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux en feignant des larmes, disant que je lui avais volé ses enfants. Ma maman les a emmenés sans permission. Je ne sais pas ce qu'elle leur a fait, mais elle les cache, disait-elle entre sanglots forcés. Elle a ajouté qu'elle craignait pour leur sécurité et qu'elle avait besoin d'aide pour les récupérer. C'était une performance digne d'un feuilleton de bas étage, mais les gens l'ont cru. Les commentaires étaient une tempête de haine. Des inconnus m'insultaient sans me connaître, disant que j'étais folle, que je voulais détruire une famille par envie. Certains parlaient de vieilles intruses qui n'ont plus de vie propre et se mêlent de ceux qui ne les regardent pas. D'autres suggéraient qu'on m'arrête, que sûrement j'étais une fanatique religieuse ou une manipulatrice émotionnelle. Le plus douloureux fut de voir comment certains membres de la famille partageaient la vidéo avec des phrases pleines d'hypocrisie, comme si soudain tout le monde savait qui j'étais, mais personne ne m'avait appelé pour demander ma version. Cet après-midi-là, pendant que les enfants faisaient leurs devoirs en silence, j'ai reçu l'appel d'une travailleuse sociale. Ils avaient reçu une plainte anonyme et devaient venir constater les conditions dans lesquelles se trouvaient les mineurs. Cela ne m'a pas surprise. Je savais que Sophie remuerait ciel et terre pour récupérer le contrôle, non par amour, mais par orgueil blessé. Ce qui m'a glacé le sang, c'est d'entendre que s'il trouvait quelque irrégularité, il pourrait emmener les enfants dans un foyer temporaire. Soudain, tout mon calme s'est effondré. Je pouvais les perdre. J'ai couru dans la chambre où les enfants lisaient à voix basse. Je leur ai expliqué avec patience ce qui pouvait arriver,
que peut-être quelqu'un viendrait leur parler, voir comment nous vivions. Antoine, avec le sérieux que je n'ai vu que chez des hommes très âgés, a pris ma main et a dit « Nous n'allons pas mentir, grand-mère. Et s'ils veulent nous séparer, alors je vais tout raconter, même ce que maman nous faisait quand tu n'étais pas là. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai su que cet enfant était prêt à tout affronter pour moi. Mais je n'imaginais pas que cette visite arriverait beaucoup plus tôt que je ne le pensais et que ce ne serait pas seulement une travailleuse sociale qui frapperait à notre porte. La visite est arrivée à peine à l'aube. 3 coups secs à la porte m'ont sorti de la cuisine. Dehors se trouvait une travailleuse sociale, une psychologue de l'aide à l'enfance et, à ma surprise, un officier de police. Ils ne venaient pas avec des menottes ni violence, mais avec des visages froids, comme si j'étais déjà coupable de quelque chose. J'ai demandé que les enfants n'entendent pas, mais ils m'ont dit qu'ils devaient leur parler directement. Mon estomac s'est serré. Ce n'était pas la peur qu'ils mentent, mais qu'on les confonde, qu'un mot mal dit puisse mettre en danger le peu que nous avions réussi à construire. Les enfants ont parlé avec fermeté. Ils ont raconté ce qu'ils vivaient avec leur mère. Cris, mépris, insultes constantes. Ils ont dit qu'elle ne les battait jamais, mais que la maltraitance était dans chaque mot. La psychologue a demandé si je les obligeais à rester avec moi, et Antoine a répondu avec une clarté qui m'a brisé l'âme. Nous choisissons d'être avec elle. C'est la seule qui nous embrasse quand nous pleurons, la seule qui vient à nos festivals et n'est pas avec le téléphone portable à la main ou en nous criant depuis le banc. L'officier et la travailleuse se sont regardés sans savoir bien quoi dire. Ils sont passés à examiner le lieu. Ils ont vu que nous avions de la nourriture, des lits propres, des fournitures scolaires, des cahiers rangés. Rien de luxueux, mais de la dignité. Mon amie s'est chargée de clarifier qu'elle m'avait reçu sans rien demander en échange et que je pouvais rester avec nous le temps nécessaire. Malgré tout, la travailleuse a pris note de chaque détail, m'a informé qu'il lèverait un acte et que le cas continuerait en observation. Elle m'a demandé d'éviter d'exposer les enfants sur les réseaux sociaux, de ne pas répondre publiquement aux attaques de Sophie. Mais avant de partir, déjà à la porte, la psychologue s'est retournée et a dit à voix basse « N'abandonnez pas, madame. Parfois, les enfants savent très bien qui ils veulent vraiment. » Je me suis assise sur le fauteuil avec les jambes tremblantes. Les enfants sont venus m'embrasser sans dire un mot. Ils savaient que quelque chose d'important était arrivé, bien qu'ils ne comprennent pas l'ampleur. Cette nuit-là, pendant que je leur préparais une soupe chaude, j'ai pensé à tout ce que j'avais vécu. J'avais tout perdu. Ma maison, ma fille, ma bonne réputation. Et pourtant, j'avais quelque chose que Sophie n'aurait jamais, l'amour honnête de ses enfants. Mais cette paix ne durerait que quelques heures, car le lendemain, Sophie ferait quelque chose qui changerait tout et mettrait en danger non seulement ma tranquillité, mais aussi ma liberté. Le soleil n'avait même pas touché la cour quand mon téléphone portable a vibré avec une notification judiciaire. Un message bref, presque impersonnel. Citation urgente. Présentez-vous au ministère public pour répondre à la plainte déposée contre vous pour soustraction de mineurs. J'ai senti qu'on m'arrachait l'air d'un coup. Ce n'était pas seulement une menace. Sophie était allée plus loin que je ne l'imaginais. Elle m'accusait formellement de kidnapper mes propres petits-enfants et maintenant la loi m'exigeait des explications. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis juste restée immobile en regardant ce texte qui marquait le chapitre suivant de ce cauchemar. Mon ami m'a amenée au ministère public. Dans la salle d'attente, les murmures se sentaient comme des couteaux. Personne ne savait qui j'étais, mais les regards pesaient. En entrant, une femme avec des lunettes épaisses m'a demandé de raconter tout depuis le début. J'ai parlé avec calme, sans ornement ni excuse. Je lui ai raconté comment Sophie m'avait chassée, comment les enfants étaient venus de leur propre chef, comment je ne faisais qu'essayer de les protéger. Elle acquiesçait en silence, écrivant sans lever les yeux. Puis elle a placé sur la table une copie imprimée de la vidéo que Sophie avait mise en ligne. Vous avez comment prouver que ceci n'est pas vrai ? J'ai respiré profondément et j'ai ouvert mon sac.
J'ai sorti les dessins des enfants, leurs lettres, des photos du festival scolaire où j'apparaissais avec eux. Je leur ai montré un enregistrement d'Antoine expliquant pourquoi il voulait vivre avec moi. L'avocate a observé tout avec attention, sans émettre de jugement. Quand j'ai terminé, elle a dit qu'il ne pouvait pas rejeter la plainte encore, mais qu'il y avait suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête pour maltraitance. Cela m'a donné un petit soulagement, bien que je sache que la guerre n'était même pas près de finir. Cette nuit-là, déjà à la maison, je me suis assise sur le lit avec les 3 enfants. Je leur ai expliqué ce qui se passait avec des mots simples mais sans cacher la gravité. Je leur ai dit que peut-être à un moment donné, nous devrions tous nous présenter devant un juge. Antoine m'a regardé sans cligner des yeux et a dit « Si nous allons chez le juge, je vais lui dire que s'il nous envoie avec maman, je m'échappe encore. Et cette fois, il ne me trouvera pas. » J'ai voulu l'embrasser, mais il m'a devancée en m'entourant avec force. À ce moment-là, j'ai su que le pire était encore à venir parce que Sophie, désespérée de récupérer le contrôle, n'était pas seule et il y avait quelqu'un d'autre qui l'aidait. Quelqu'un de mon propre sang. La révélation est arrivée sous forme de trahison. Le jour suivant, pendant que j'essayais d'organiser les papiers avec l'avocate, j'ai reçu un appel inattendu. C'était mon fils cadet Julien, avec qui je ne parlais presque pas depuis des années. Il m'a demandé comment j'allais avec une voix si douce qu'elle ne semblait pas être la sienne. Il a dit qu'il s'était mis au courant de la situation et qu'il voulait m'aider. Au début, je me suis émue. J'ai pensé qu'enfin un de mes enfants comprenait ce que je vivais. Mais il n'a pas tardé à montrer le vrai motif de son intérêt soudain. Il voulait que les enfants retournent avec leur sœur. Pour le bien de la famille, Julien a essayé de me convaincre avec des arguments froids, presque appris. Il a dit que Sophie était très affectée, que les gens se parlaient mal de tous, et que j'avais provoqué un scandale inutile. Rends-les simplement, maman. Il n'y a pas lieu de continuer à se battre. Il ne te correspond pas de les élever. J'ai senti que chaque mot me coupait par dedans. Je ne pouvais pas croire que lui, que j'avais aussi élevé avec les mains cassées et les chaussures rapiécées, soit du côté de sa sœur. Mais le plus douloureux fut de l'entendre dire que je ne les avais que par nécessité émotionnelle, comme si les enfants étaient ma consolation et non ma famille. J'ai raccroché sans répondre. Je ne pouvais pas continuer à écouter tant d'ingratitude. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai respiré profondément en essayant de ne pas me briser. Pas pour moi, mais pour eux. Les enfants, en remarquant mon silence, m'ont entourée en sortant comme s'ils savaient exactement ce qui était arrivé. « Tu vas bien, grand-mère ?» a demandé Amélie, la plus petite, avec ses énormes yeux pleins de préoccupation. « Je suis avec toi, » a dit Antoine, et cette phrase simple m'a soutenue le reste du jour. Mais en moi, quelque chose s'est définitivement brisé. J'ai compris que je ne pouvais plus attendre de compréhension de mes enfants, je ne pouvais que protéger mes petits-enfants. Cette même nuit, pendant que tous dormaient, j'ai reçu un autre message. C'était de Julien. Cette fois, il ne demandait pas, ne suggérait pas. Il m'avertissait. Si tu ne rentres pas les enfants, Sophie va demander la garde totale. Elle a déjà contacté un juge. Tu as jusqu'à vendredi. J'ai lu la phrase encore et encore, jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. J'avais 3 jours pour défendre mon droit de prendre soin des seuls êtres qui me voyaient encore comme quelque chose de plus qu'un fardeau. Et je n'avais aucune idée de comment j'allais y arriver, mais je savais que je ne pouvais pas les perdre parce que sans eux, je n'étais rien. Le jeudi a commencé avec un nuage lourd au-dessus. L'avocate m'a convoqué tôt pour préparer la réponse officielle à la demande de garde de Sophie. Elle m'a expliqué que nous devions présenter des preuves solides de l'abandon émotionnel, de la maltraitance psychologique, et surtout que les enfants étaient en danger s'ils retournaient avec leur mère. Je savais que les mots et les souvenirs ne suffisaient pas. Nous avions besoin de faits. Heureusement, je conservais encore les lettres que les enfants m'avaient écrites, les dessins où ils me mettaient avec une cape de super grande-mère et même un audio enregistré en secret où Sophie criait qu'elle me haïssait et qu'ils étaient une croix qu'elle n'avait jamais demandée. Pendant que nous organisions tout, Sophie continuait avec son spectacle en ligne. Elle a mis des photos anciennes des enfants avec elle en utilisant des filtres pour paraître tendre.
Leur câlin me manque, a-t-elle écrit, comme si elle n'était pas la même qui les éloignait avec des cris. Dans les commentaires, les gens la consolaient, d'autres m'attaquaient. Quel genre de grand-mère kidnappe ses petits-enfants? Elle est vieille, elle devrait arrêter de se mêler. J'ai vu ces mots avec le cœur serré, mais je ne les ai pas répondus. À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas besoin de me défendre devant des inconnus. Ma défense allait être la voix des enfants. Le vendredi est arrivé. Nous sommes entrés au tribunal tous les 4 ensemble, moi tenant la main d'Amélie, Antoine avec le bras ferme sur l'épaule de son petit frère. Devant le juge, la tension pouvait se couper au couteau. Sophie est arrivée maquillée, pleurant, disant qu'elle voulait seulement récupérer sa famille. Mais quand ils ont demandé aux enfants de parler, Antoine s'est levé sans hésiter. Il a regardé directement le juge et a dit « Je ne veux pas retourner avec ma maman. Elle me criait dessus tous les jours. Elle me faisait sentir que je ne valais rien. Ma grand-mère me soigne, m'écoute, m'aide avec les devoirs, m'embrasse sans me demander quoi que ce soit. » Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel applaudissement. Le juge a demandé une pause. Nous sommes sortis dans la salle d'attente avec le cœur dans la gorge. Sophie s'est approchée de moi comme si de rien n'était avec un sourire tordu. « Tu ne vas pas gagner. Personne ne te croit et quand ceci sera fini, tu ne vas plus les revoir. » Ces mots étaient un poison doux, prononcés avec tout le calme de qui croit avoir la victoire dans la poche. Je suis restée en silence, mais par-dedans, quelque chose en moi s'est allumé comme du feu parce que je savais que cet après-midi-là, tout allait se définir et non seulement dans les tribunaux, mais aussi dans le cœur de mes petits-enfants. Le juge est revenu avec un regard impénétrable. Nous sommes assis face à lui pendant qu'il révisait les papiers, les déclarations et les rapports psychologiques. La salle était dans un silence absolu, sauf pour le tapotement du crayon contre la table. Finalement, il a levé les yeux et a dit que de façon provisoire, les enfants resteraient sous ma garde. Ce n'était pas une victoire définitive, mais c'était un répit. Sophie a explosé. Elle s'est levée d'un coup en criant que tout était une farce, que je les avais manipulés, qu'ils allaient grandir pleins de haine grâce à moi. Le juge l'a arrêtée avec fermeté en l'avertissant que son attitude était documentée. Les enfants ne comprenaient pas tout à fait ce qui se passait, mais en voyant leur mère perdre le contrôle, ils se sont collés plus à moi. Antoine m'a serré la main avec force, comme s'il voulait s'assurer que je ne partirais pas. Le juge nous a demandé de sortir en disant que le processus continuerait dans quelques semaines, mais que pour l'instant, les enfants devaient rester où ils se sentaient en sécurité. En sortant, Sophie m'a lancé un dernier regard, non de douleur, mais de rancune pure. Je savais qu'elle ne se donnerait pas pour vaincue. Elle ne luttait pas par amour, elle luttait par orgueil. En rentrant à la maison, l'ambiance était différente. Pour la première fois en semaine, les enfants ont ri avec liberté. Ils se sont servis des céréales sans demander, ont mis de la musique sur le haut-parleur et se sont couchés dans le salon pour regarder des dessins animés. Je me suis assise en silence, en voyant comme ce petit refuge de paix commençait à prendre forme. Ce n'était pas une maison de luxe, loin de là, mais il y avait de l'affection, il y avait de la chaleur. Cette nuit-là, avant de dormir, Antoine s'est approché de moi avec un dessin. C'était lui, ses frères et moi, tous embrassés devant une école. « C'est pour un autre festival ?» lui ai-je demandé en souriant. Il a acquiescé. « Oui, grand-mère, mais cette année, je ne veux pas que maman vienne. Je veux que tu viennes, toi. » J'ai dormi avec ce papier entre les mains, mais au réveil, la tranquillité s'est rompue encore. Une voiture de patrouille s'est garée devant la maison. Ils ont frappé avec force. Ce n'était pas pour m'arrêter, mais pour me remettre une citation. Sophie avait bougé ses contacts. Maintenant, l'aide à l'enfance demandait une visite domiciliaire surprise, et si quelque chose ne leur semblait pas adéquat, ils pourraient emmener les enfants à ce moment-là même. Je n'ai jamais imaginé que vivre avec mes petits-enfants pourrait sembler à l'État une menace. La travailleuse sociale est arrivée ponctuellement accompagnée d'une psychologue et d'un greffier. Ils ont examiné chaque coin de la maison comme s'ils cherchaient des signes de négligence ou de négligence. Ils se sont fixés sur les matelas, sur le réfrigérateur, sur les cahiers scolaires. Tout était propre,
rangée, simple, mais digne. Les enfants ont coopéré avec calme, ont montré leurs devoirs, leurs cartables, même leurs assiettes de petit déjeuner. Je suis restée en silence en observant chaque expression, craignant qu'un simple malentendu ne ruine tout. Pendant les entretiens, Amélie, avec sa tendresse désarmante, a dit qu'avec moi, elle se sentait comme dans un conte où les grands-mères sauvent les enfants au lieu de se perdre dans la forêt. La psychologue a souri à peine comme si elle voulait s'émouvoir, mais ne pouvait pas. Antoine, plus sérieux, a expliqué qu'avec leur mère, ils vivaient avec peur, que chaque jour était un champ de mines de... Ici, je peux dormir sans peur qu'il me réveille, en criant, a dit le plus petit. Il a seulement murmuré que je lui lisais des histoires tous les soirs et qu'il aimait comme sentait mon pull. Des mots simples mais qui laissaient des marques. À la fin, la travailleuse sociale m'a pris le bras. Son ton était froid mais pas agressif. L'environnement est stable, mais la situation légale n'est pas résolue. Je vous recommande de ne pas baisser la garde. Tout peut changer à tout moment. J'ai acquiescé. Je n'avais pas de force pour plus. Dès qu'ils sont partis, je me suis effondrée sur la chaise. J'étais fatiguée, profondément fatiguée, non seulement du processus légal, mais de vivre avec l'âme en suspens, comme si n'importe quel jour, quelqu'un pouvait venir et m'arracher la seule chose qui me restait. Cette nuit-là, pendant que je bordais les enfants, j'ai pensé à combien ma vie avait changé. Je suis passée d'être la grand-mère qui aidait avec le goûter à devenir la seule figure stable pour 3 vies. Mais avant de dormir, Antoine m'a montré quelque chose sur le téléphone portable. C'était un message privé que sa mère lui avait envoyé depuis un autre compte. « Si tu ne reviens pas, tu vas me faire souffrir. Tu vas détruire cette famille. » Le visage d'Antoine ne montrait pas de peur, mais une culpabilité profonde. Il a fermé le téléphone et a dit « Je ne veux pas la faire souffrir, grand-mère, mais je ne sais plus si je suis un mauvais fils. » J'ai senti le cœur se briser encore, parce que je savais que Sophie n'allait pas lâcher ses enfants, même pas avec l'âme. Les mots d'Antoine m'ont pesé toute la journée. Il n'était qu'un enfant, mais portait déjà une culpabilité qui ne lui appartenait pas. Je me suis assise à côté de lui dans le salon pendant que ses frères jouaient, et je lui ai demandé de me regarder. « Tu n'es pas un mauvais fils, » lui ai-je dit avec calme. « Mais parfois, dire la vérité, même si ça fait mal, c'est le seul chemin qui nous reste. » Il a acquiescé sans rien dire, avec les yeux perdus dans la fenêtre. Et là, j'ai su qu'il ne suffisait pas de les protéger physiquement. Je devais aussi prendre soin de leur cœur, éviter que la manipulation émotionnelle de leur mère continue à les marquer de loin. Sophie ne s'est pas rendue. Cette semaine-là, elle a commencé une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux en disant que les enfants étaient retenus contre leur volonté. Elle a mis une vieille photo où ils apparaissaient en l'embrassant et l'a accompagnée d'un texte plein de mensonges. « Mes enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Ma mère leur a rempli la tête, je veux qu'ils reviennent, mais elle les a convertis en soldats. » Beaucoup d'utilisateurs ont commencé à taguer des comptes de l'aide à l'enfance en exigeant qu'ils m'enquêtent. Certains disaient même que je les avais pour l'argent, que sûrement je recevais une pension pour eux. La haine s'étendait comme du poison dans l'air, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. La directrice de l'école où allaient les enfants m'a appelée, m'a demandé de venir à une réunion urgente. J'ai pensé que quelque chose de mal était arrivé, mais en arrivant, je me suis trouvée avec une surprise. Les professeurs voulaient me donner leur soutien. Ils avaient vu les enfants plus tranquilles, plus concentrés, même plus joyeux depuis qu'ils vivaient avec moi. Ici, nous savons qui les cherche, qui les écoute. Vous avez été leur mère dans tous les sens, m'a dit une maîtresse avec les yeux humides. Je ne l'ai pas dit, mais par-dedans, j'ai senti un soulagement immense. Tout le monde n'était pas aveugle face à la vérité. En sortant de la réunion, Antoine m'a pris le bras. Il m'a dit qu'il se sentait plus fort, qu'il n'avait plus peur de dire ce qu'il pensait. Mais quand nous montions dans le transport public, j'ai reçu un appel. C'était un numéro caché. J'ai répondu et la voix de l'autre côté m'a glacé le sang. « Nous allons t'enlever ces enfants. Tu n'es plus personne, Françoise, et quand tu t'y attendras le moins, tu vas les perdre pour toujours. » J'ai raccroché sans répondre et à ce moment-là, j'ai compris que Sophie n'était pas seule et que ce qui venait n'était pas une dispute familiale, mais une guerre.
Cette nuit-là, j'ai dormi avec un œil ouvert. La menace par téléphone ne me laissait pas en paix. Je ne savais pas si c'était Sophie, Julien ou quelqu'un d'autre, mais ce que je comprenais, c'est que cet appel n'était pas du simple désespoir. Il y avait un plan derrière. Le jour suivant, je suis allée faire une plainte pour harcèlement. J'ai apporté le numéro de rapport de l'appel, les messages antérieurs, les publications sur les réseaux. L'agente qui m'a reçue semblait incrédule, comme si elle ne pouvait pas imaginer qu'une mère puisse faire quelque chose comme ça. « Êtes-vous sûre que c'était votre fille ?» a-t-elle demandé. J'ai seulement pu la regarder dans les yeux et dire « J'aimerais ne pas l'être ». Pendant ce temps, les enfants commençaient à remarquer. Amélie a demandé pourquoi à son école, certaines mamans ne me saluaient plus. Le plus petit a dit que son meilleur ami ne l'invitait plus à jouer. Antoine, avec son tempérament déjà d'adulte, essayait de ne rien dire, mais son regard devenait plus sombre chaque jour. Je leur ai expliqué avec calme que parfois, les personnes croient les mensonges parce que ça leur convient, parce que c'est plus facile de juger que de comprendre, et que dans cette maison, nous n'allions pas rendre la haine, mais nous n'allions pas non plus baisser la tête. Cet après-midi-là, nous avons reçu une notification. La juge du cas avait été substituée pour des raisons administratives, et le nouveau responsable était connu pour avoir des liens avec des figures politiques de la zone, entre elles, le mari de Sophie. Tout est devenu plus clair. Il ne cherchait pas la justice, il cherchait la vengeance. Je me suis assise sur le lit, en tremblant. J'avais peur, mais pas pour moi. Je craignais pour ces 3 enfants qui avaient fait confiance en moi comme leur dernier refuge. Si le processus tombait entre des mains sales, ils pouvaient me les arracher avec une simple signature. J'ai décidé alors de faire quelque chose que je n'avais pas voulu considérer avant. J'ai contacté un média local. Je leur ai raconté mon histoire avec des preuves, avec des documents, avec les lettres des enfants. Je ne voulais pas la célébrité, je voulais la protection. Je leur ai dit que si quelque chose m'arrivait ou si les enfants disparaissaient, qu'ils rendent tout public. Le journaliste m'a regardé avec un mélange de compassion et de rage. « Nous allons enquêter à fond, madame. Ceci ne peut pas rester comme ça. » Et cette même nuit, sur la page du journal numérique, est apparu le titre. « Grand-mère dénonce tentative de dépossession et manipulation familiale, une lutte pour l'amour de ses petits-enfants. » Ce que je n'imaginais pas, c'est que cette note allumerait une tempête. Le matin suivant a commencé avec le téléphone qui sonnait sans arrêt. Messages, appels, courriels, des gens que je ne connaissais pas, des médias nationaux, des avocats qui offraient une aide gratuite. L'histoire avait touché des fibres sensibles. Beaucoup de femmes, surtout âgées, écrivaient en racontant qu'elles avaient vécu la même chose. Des enfants qui les utilisaient, des petits-enfants qui étaient sauvés de l'abandon, des familles qui ne valorisaient que l'argent et non l'amour. Je n'attendais pas tant de réactions, mais elle était là. Un pays entier, voyant dans mon histoire son propre reflet. Et bien que je me sente exposée, je me sentais aussi accompagnée pour la première fois en longtemps. À l'école, une maîtresse m'a embrassée sans rien dire. Elle m'a dit qu'elle avait lu la note et qu'elle admirait mon courage. Les enfants ont remarqué le changement d'ambiance. Ils ne les regardaient plus bizarrement, mais avec respect. Une mère s'est même approchée de moi et a chuchoté. « Ce que vous faites, moi. » Je n'ai pas osé. C'était comme si cette note avait nettoyé l'air de suspicion, au moins pour un moment. Mais avec chaque message de soutien arrivaient aussi des menaces. Commentaires anonymes, appels en silence, profils faux disant que je jouais avec le feu. J'ai su que Sophie et les siens avaient lu la note et qu'ils n'allaient pas rester tranquilles. Cette même après-midi, j'ai reçu une citation du nouveau juge. Nous devions nous présenter en moins de 48 heures pour une évaluation intégrale de garde. L'avocate m'a dit que c'était une manœuvre sale, un recours pour presser, forcer une remise immédiate sans passer par une audience formelle. Elle m'a expliqué qu'ils pouvaient utiliser la publication dans les médias comme preuve que j'exposais indûment les mineurs. C'était absurde, mais dangereux. Je me suis sentie piégée. Tout ce que j'avais fait pour les protéger pouvait se retourner contre moi.
Cette nuit-là, après le dîner, j'ai raconté aux enfants ce qui s'annonçait. Je leur ai dit que peut-être nous devrions lutter plus fort, que les choses pourraient devenir laides. Mais Antoine, avec ce calme qui semblait déjà d'un autre temps, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Grand-mère, tu nous as sauvés, et si demain nous devons parler devant un juge, nous allons le faire parce que personne ne nous a obligés à être ici. Nous avons choisi de vivre avec toi, et nous allons continuer à te choisir. » J'ai senti les larmes vouloir sortir, mais je les ai retenues, parce que dans 2 jours, nous allions affronter un jugement qui ne définirait pas seulement notre futur, mais aussi qui méritait de s'appeler famille. Le jour du procès est arrivé enveloppé dans un silence épais. Les enfants ont mis leurs vêtements les plus formels sans que personne ne le leur demande. Antoine a même fait le nœud de cravate au plus petit, avec une patience qu'on ne voit que chez ceux qui ont grand. Nous avons marché jusqu'au tribunal en nous tenant la main avec une dignité qui ne demandait pas de permission. Dehors, quelques médias attendaient avec des caméras et des micros. Je n'ai rien dit, j'ai seulement accéléré le pas, déterminé à ne pas laisser le bruit nous dévier du chemin. À l'intérieur du tribunal, la scène était une farce. Sophie est arrivée embrassée de Julien comme s'ils étaient des victimes innocentes d'une vieille sorcière rancunière. Le juge l'a saluée avec une familiarité à peine dissimulée, mais quand ce fut le tour des enfants, tout a changé. Chacun a déclaré avec fermeté. Amélie a raconté comment sa mère l'a laissée pleurer seule. Le petit a dit que j'étais celle qui lui enseignait à lire, et Antoine, d'une voix claire, a dit qu'il préférait vivre avec moi, parce qu'ici on sent la paix, et chez maman, il n'y a que crise et peur. Les mots se sont tombés comme des pierres. Personne n'a osé interrompre. L'avocate de Sophie a essayé de me discréditer en disant que j'utilisais les enfants pour attirer l'attention, que j'avais manipulé la presse, mais le juge, mal à l'aise, n'est pas intervenu. À la fin, il a demandé quelques minutes pour délibérer. Nous sommes sortis de la salle avec le cœur battant dans les oreilles. Dehors, un groupe de femmes âgées nous attendait en silence. Elles m'ont reconnue par la note. Une d'elles s'est approchée de moi avec des larmes dans les yeux et m'a dit « Vous luttez pour nous toutes. » Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai seulement pris sa main et j'ai senti pour la première fois que je n'étais pas seule. Mais pendant que nous attendions le verdict, j'ai reçu un message inattendu. C'était une notification bancaire. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte d'épargne depuis un autre dispositif. Mon compte joint, celui qui à l'époque portait le nom de Julien quand j'avais confiance en lui. Tout était clair. Ils ne voulaient pas seulement les enfants. Ils voulaient aussi le peu que j'avais réussi à épargner dans ma vie. Et j'avais encore une surprise gardée, une que Sophie et Julien n'imaginaient pas. Parce que mon argent n'était pas où ils croyaient, et ils étaient sur le point de le découvrir de la pire manière. Cette même après-midi, après l'audience, je suis allée directement à la banque. J'ai demandé une révision des mouvements et j'ai demandé un blocage immédiat de l'accès de Julien. Le gérant, en voyant la situation, m'a offert une assistance juridique et m'a recommandé de transférer les fonds vers un compte protégé exclusif pour les personnes âgées en situation de risque. C'est ce que j'ai fait. Chaque euro a été déplacé vers un nouveau compte avec des clauses qui empêchaient toute tentative de dépossession sans mon autorisation directe et présentielle. Ce que mes enfants ne savaient pas, c'est que cet argent n'était pas tout. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je n'avais jamais mentionné, et qui est devenu mon bouclier le plus puissant. Une semaine avant, sans que personne ne le sache, j'ai contacté l'avocat de mon ancien patron, M. Édouard. Un homme qui repose en paix m'a traité comme une sœur, pendant plus de 20 ans. Il m'a laissé une propriété à mon nom, une maison dans le centre historique héritée en secret, pour que personne de ma famille ne puisse la disputer. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une garantie, mon refuge final. J'ai signé les papiers avec des mains tremblantes, mais fermes, et j'ai dit à l'avocat « Je veux que ceci reste hors de portée de mes enfants, pour toujours. » Il m'a répondu avec une poignée de main et un sourire sincère. « Madame Françoise, il était temps que quelqu'un s'occupe de vous. » Avec cette sécurité, je suis rentrée à la maison et j'ai respiré profondément. Les enfants dormaient épuisés par la tension du procès. Sur leur visage, il n'y avait enfin plus de peur.
Je les ai regardés depuis le couloir et j'ai su que j'étais prête pour la bataille suivante, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de les sauver eux, il s'agissait aussi de me sauver moi, de briser le cycle de dons aveugles et de sacrifices éternels. Le jour suivant, le juge a dicté sa décision provisoire. Les enfants resteraient sous ma garde jusqu'à ce que le processus termine et Sophie devait se soumettre à une évaluation psychologique. Mais quand Sophie a reçu la notification, elle n'a pas réagi avec tristesse ni colère. Elle a souri. Ce sourire tordu, venimeux, de qui garde encore un as sous la manche et l'a lâché sans pudeur. Tu restes avec les enfants, mais pas pour longtemps. Parce que si tu meurs, qui crois-tu qui reste avec eux? Moi. Et à cet instant, j'ai compris que sa prochaine manœuvre n'était pas juridique, elle était personnelle et peut-être dangereuse. Ces mots sont restés flottants dans l'air comme une menace déguisée en certitude. Si tu meurs, je n'ai jamais imaginé que ma propre fille puisse dire quelque chose comme ça avec tant de calme, comme qui commente le temps. Cette nuit-là, j'entendais chaque craquement de la maison comme si quelqu'un essayait d'entrer. Le jour suivant, j'ai changé les serrures et j'ai demandé à la police une mesure préventive. Il n'y avait pas de preuve d'un danger imminent, mais j'ai laissé tout consigner. La menace verbale, l'histoire légale, le conflit familial. Ils m'ont dit qu'il ne pouvait pas se faire grand-chose, mais qu'ils seraient attentifs. Je suis partie en sachant que dans cette guerre, je ne pouvais compter que sur moi-même. J'ai essayé que les enfants ne remarquent pas la peur dans mon regard. Ils continuaient à aller à l'école, étudier, manger avec appétit, mais je sentais que je portais une pierre dans la poitrine. Je craignais que Sophie tente quelque chose de plus radical, quelque chose qui mette en risque leur stabilité ou la mienne. C'est pourquoi j'ai décidé de faire quelque chose qui m'a brisé l'âme. J'ai écrit une lettre, une seule feuille, signée et scellée devant notaire, dans laquelle je laissais clair que si quelque chose m'arrivait, je voulais que mes petits-enfants restent aux soins d'une famille amie avec soutien légal, loin de la portée de leurs parents. Ce fut une des décisions les plus dures de ma vie, mais aussi la plus nécessaire. Les jours ont passé avec un calme tendu, jusqu'à ce qu'un après-midi, pendant que nous rentrions du supermarché, j'ai remarqué une voiture garée devant la maison. C'était l'auto de Julien. Il n'est pas descendu. Il nous a seulement regardés depuis le volant avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer. Les enfants sont entrés en courant. Je suis restée à le regarder. Finalement, il a démarré sans dire un mot, mais ce que j'ai eu après m'a glacée. Sur le siège du copilote allait Sophie. Ils continuaient ensemble, tramant quelque chose, et je ne pouvais pas les laisser donner le prochain pas sans être préparée. Cette même nuit, j'ai appelé l'avocat de la maison du centre historique. Je lui ai dit que j'avais besoin de déménager avec urgence avec les enfants. Je lui ai demandé d'avoir tout prêt en une semaine. Je voulais disparaître de ce quartier, de cette rue où chaque ombre pouvait être une menace. Il ne s'agissait pas de fuir, il s'agissait de survivre. Mais ce que je ne savais pas, c'est que justement cette semaine-là, Sophie préparait un coup plus sale. Un qui ne se verrait pas venir depuis une voiture, mais depuis une école. Tout a commencé avec un papier plié à l'intérieur du cartable d'Amélie, une note écrite avec de l'encre rouge, sans signature, à peine quelques phrases qui glaçaient le sang. Ta grand-mère te ment. Ta maman t'aime. Tu vas retourner à la maison très bientôt, que tu le veuilles ou non. En la lisant, Amélie est restée en silence pendant des heures, accrochée à son ours en peluche. Antoine l'a trouvée tremblante dans sa chambre et me l'a dit à voix basse, comme s'il craignait que le simple fait de le nommer rende réel le danger. J'ai pris la note et j'ai su sans en douter que quelqu'un l'avait placée dans son cartable à l'intérieur de l'école. Je suis allée directement à la direction le jour suivant. J'ai apporté la note. J'ai exigé de réviser les caméras. La directrice a essayé de me calmer en disant que ça pouvait être une blague de mauvais goût, mais quand ils ont révisé les vidéos, c'est de confirmer ce que je craignais. Sophie était entrée déguisée en employée de nettoyage. Elle a utilisé une carte d'identité fausse et a été à l'intérieur pendant presque une demi-heure. Les caméras l'ont captée près des casiers des enfants et puis sortant sans être arrêtée. C'était un acte prémédité, lâche et dangereux.
Elle ne voulait pas seulement récupérer les enfants, elle voulait le faire en les brisant de l'intérieur. Ce jour-là, je suis rentrée à la maison avec un tremblement constant dans les mains. J'ai appelé l'avocate, j'ai présenté une plainte formelle. Cette fois, les charges étaient plus graves. Usurpation d'identité, entrée illégale dans une institution éducative, harcèlement infantile. Le directeur de l'établissement a aussi agi. Sophie a été bannie à vie du lieu. Mais cela ne me donnait pas la paix parce que j'ai compris qu'elle était prête à tout, même à manipuler la peur de ses propres enfants pour récupérer le contrôle. Et je ne pouvais plus permettre que mes petits-enfants vivent avec peur. Pas encore. Cette nuit-là, avec des larmes contenues, j'ai dit aux enfants que dans 3 jours, nous déménagerions, que nous laisserions ce quartier, cette école, tout. Antoine a demandé si c'était une défaite. Je lui ai répondu que non. Parfois, pour survivre, il faut recommencer là où personne ne peut t'atteindre. Il a acquiescé, mais avant de dormir, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué l'âme. « Grand-mère, quand j'aurai des enfants, je veux que ce soit toi qui leur racontes des histoires. Parce que toi, tu sais vraiment. » Je suis allée dormir avec cette phrase gravée dans la poitrine, sans imaginer que Sophie n'avait pas encore terminé, parce que juste avant de partir, j'ai reçu une notification du tribunal me citant à une audience d'urgence. Seule. La notification était claire. Je devais me présenter seule devant le juge, sans enfant, sans avocat, sans accompagnant. Elle disait que c'était pour des motifs d'évaluation de tutelle et que ne pas assister impliquait des conséquences légales. Le rendez-vous était le jour suivant. J'ai peu dormi, avec le corps tendu et l'esprit tournant sans contrôle. Je pressentais que Sophie avait réussi quelque chose, une manœuvre silencieuse déguisée en procédure légale. Je suis allée ponctuelle. Je suis entrée dans la salle avec le front haut mais avec le cœur en alerte. En entrant, la surprise m'a frappée de plein fouet. Julien était là comme témoin contre moi. Le juge a commencé avec des questions routinières sur la routine des enfants, leurs études, leur santé. J'ai répondu avec précision, soignant chaque mot. Mais alors, le juge a lu une plainte signée par Sophie et soutenue par Julien dans laquelle il m'accusait d'aliénation parentale. Ils alléguaient que je manipulais émotionnellement les enfants pour les éloigner de leur mère, que je leur remplissais la tête avec des mensonges et que j'affectais leur développement psychologique. C'était le comble de l'hypocrisie. Moi, la seule qui les avait protégés, maintenant j'étais présentée comme une sorte de kidnappeuse émotionnelle. Julien a déclaré avec froideur. Il a dit que Sophie l'avait changé, qu'elle méritait une seconde chance et que les enfants étaient confus par mon influence. Chaque mot de lui était un poignard. Pas pour ce qu'il disait, mais pour la certitude avec laquelle il mentait. Il m'observait sans cligner des yeux, comme si nous n'avions jamais partagé une vie. Comme s'il ne se souvenait pas des fois où je l'ai soutenu quand il tombait malade enfant. Le juge m'a regardé à la fin et m'a dit qu'étant donné la gravité des accusations, il devait évaluer psychologiquement les enfants encore, avec une équipe externe et neutre. Le processus s'allongeait et avec lui le risque de les perdre. Je suis sortie du tribunal avec les jambes flageolantes. Dehors, Sophie m'attendait appuyée contre une colonne. Elle m'a regardée de haut en bas et a lâché une phrase avec un sourire tordu. « Tu vois, il n'est pas nécessaire de se salir les mains pour détruire quelqu'un. » Parfois, il suffit d'un peu de stratégie. J'ai voulu répondre, mais ça ne valait pas la peine. J'ai seulement marché jusqu'au transport et je me suis accrochée à mon sac comme s'il était un bouclier. Cette nuit-là, en arrivant à la maison, j'ai dit aux enfants de ne parler avec personne d'autre à l'école. Le pire n'était pas encore passé parce que la nouvelle équipe de psychologues avait déjà été assignée, et un d'eux avait un nom de famille que je connaissais très bien. Le nom du psychologue principal de l'équipe m'a secoué l'âme. Robert Dubois, frère de la meilleure amie de Sophie depuis l'université. Je me souvenais bien de lui parce qu'il y a des années, j'ai aidé à soigner une blessure chez moi quand il est arrivé ivre à une fête familiale. Maintenant, il faisait partie de l'équipe qui évaluerait si j'étais apte à continuer avec mes petits-enfants. Cela me semblait une blague cruelle du destin, une manœuvre de plus dans cet échiquier où j'étais la seule sans pion. J'ai appelé mon avocate qui, bien que préoccupée, m'a expliqué que nous ne pouvions pas le récuser sans preuve concrète de partialité. Nous devions jouer avec leurs règles encore. Les entretiens ont commencé 2 jours plus tard. Un par un,
les enfants ont été cités dans un centre psychologique privé. Les installations étaient modernes, aseptiques, froides. Antoine est entré le premier. Il est sorti sérieux, sans dire un mot. Puis ce fut Amélie qui est revenue avec les yeux humides. « Ils m'ont demandé si tu m'avais dit que maman était méchante, a-t-elle murmuré. Et j'ai su que l'approche n'était pas neutre, ils ne cherchaient pas à savoir comment ils vivaient avec moi. Mais si je les avais empoisonnés contre leur mère. C'était un piège déguisé en évaluation clinique, mais ce qui m'a le plus préoccupé, c'est le plus petit. » En sortant, il a dit tout bas. Ce monsieur sentait comme ceux qui crient dans la rue. Quand j'ai demandé à voir le rapport préliminaire, ils me l'ont refusé. Confidentiel, ont-ils répondu, mais j'ai su par-dedans que quelque chose se préparait. Je me suis assise dans la cuisine cette nuit-là, seule pendant que les enfants dormaient. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je ne me repentais pas, mais j'ai aussi compris que cette guerre n'était pas entre mère et fille, c'était entre vérité et pouvoir, entre l'amour authentique et l'image publique. Et Sophie savait se mouvoir dans cette obscurité. 2 jours plus tard, j'ai reçu un courriel sans expéditeur. Claire. C'était un fichier joint. En l'ouvrant, mon sang s'est glacé. Un fragment du rapport psychologique filtré. Là, on insinuait que la grand-mère pourrait exercer un rôle parental déplacé, générant une dépendance émotionnelle inappropriée. C'était une graine de doute qui suffisait pour m'arracher tout. J'ai fermé le document avec des mains tremblantes, et j'ai compris que résister ne suffisait plus. Je devais contre-attaquer et j'avais une seule carte à jouer, la carte de l'histoire complète. La vérité que Sophie et Julien n'avaient jamais voulu que sorte à la lumière et que moi, par loyauté, j'avais tué pendant des décennies. J'ai gardé ce fichier filtré comme s'il était de la dynamite. Je ne l'ai pas partagé. Je ne l'ai pas encore dénoncé, mais j'ai su à cet instant que je ne pouvais plus continuer à me taire. J'ai décidé d'écrire une lettre, une seule feuille dirigée au juge, à l'équipe psychologique et à qui voudrait la lire, dans laquelle j'ai narré toute l'histoire que personne ne connaissait. J'ai raconté comment, quand Julien était adolescent, je l'ai protégé d'une plainte grave qui aurait ruiné sa vie, comment j'ai caché pendant des années les dérapages de Sophie, même quand elle a abandonné son premier enfant pendant 2 semaines pour partir en voyage avec un homme marié. Des détails que j'ai toujours cachés par honte et par amour. L'avocate, en lisant ma lettre, m'a regardée longtemps. Elle m'a demandé si j'étais sûre de vouloir faire ça. « Oui, lui ai-je dit, parce que je suis fatiguée d'être la seule qui garde les silences pour ne pas nuire aux autres. » Elle l'a remise au juge comme annexe au dossier, et en même temps, nous avons envoyé une copie aux médias qui avaient suivi le cas. Je ne cherchais pas le scandale, je cherchais l'équilibre. Que le monde sache que l'image de mère parfaite que Sophie essayait de vendre était un masque, et que s'il y avait quelqu'un qui devait rendre des comptes, ce n'était pas moi. La publication a explosé sur les réseaux comme une bombe. Médias locaux, pages de soutien aux femmes âgées, même quelques influenceurs ont partagé des fragments de ma lettre. Une grand-mère qui s'est sacrifiée pour tous et a été trahie par ses propres enfants. C'est ainsi qu'il l'intitulait. Sophie a fermé ses réseaux. Julienne a tout nié, mais les preuves parlaient d'elle-même. Une ancienne voisine était même sortie en ma défense en racontant comment elle m'a vue sortir en pleurant de chez Sophie plus d'une fois, humiliée par elle. Et alors, quelque chose a changé. Ils ont commencé à m'écouter. Le juge a suspendu temporairement l'évaluation de l'équipe psychologique. Il a sollicité de nouveaux spécialistes externes impartiaux avec des antécédents propres. Et pendant ce temps, il a autorisé le déménagement à la maison du centre historique comme mesure de protection. Quand je l'ai raconté aux enfants, ils n'ont pas tout compris, mais Antoine, avec sa sagesse silencieuse, m'a embrassé fort et a dit « Alors personne ne va plus venir nous enlever, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai seulement prié pour que cette fois ce soit vrai. Mais au fond, je savais que Sophie avait encore une dernière manœuvre gardée et qu'elle était prête à l'utiliser. Le déménagement a été rapide. À peine l'aube a commencé, nous avons chargé l'essentiel dans une camionnette prêtée par un voisin et nous avons laissé derrière nous le quartier où tant de blessures sont restées marquées. La maison du centre historique était modeste,
avec des murs épais et des plafonds hausses, mais elle était pleine de lumière. Les enfants ont couru dans les couloirs comme s'ils découvraient un château. Je me suis sentie en paix pour la première fois en moi. C'était notre refuge, un lieu sans passé pour eux, sans menace à la porte. Mais la tranquillité a duré peu. Cette même semaine, Sophie s'est réapparue de la façon la plus inattendue. Pendant une réunion scolaire dans la nouvelle école primaire, Sophie est arrivée habillée comme une mère de plus, feignant des sourires, saluant des maîtres qui ne la connaissaient pas. Elle s'est présentée comme la vraie maman des enfants, a demandé accès à leur registre et a sollicité un espace pour parler avec eux en privé. Heureusement, la direction était déjà au courant du cas. Ils m'ont appelée immédiatement et quand je suis arrivée, Sophie était encore dans le couloir avec un dépliant de thérapie familiale à la main, comme si elle pouvait effacer le dommage avec du papier imprimé. J'ai confronté sans élever la voix. Je lui ai seulement dit « Ils ne te croient plus et je ne te crains plus ». Sophie a répondu avec quelque chose que je n'attendais pas. Elle a ri, un rire sec, creux. « Tu crois que tu as déjà gagné. Tu ne sais rien, maman. Je sais des choses qui peuvent te les faire perdre pour toujours et peu m'importe qui se brûle. » Je suis restée en silence parce que j'ai vu dans ses yeux quelque chose de plus que la rage. J'ai vu le désespoir. Peut-être comprenait-elle enfin qu'elle n'avait plus le pouvoir, que ses enfants ne lui appartenaient plus, ni par nom, ni par lien. Que son rôle de mère n'était plus qu'un titre vide. Mais ce qu'elle avait encore, c'était la rancune, et cela la rendait plus dangereuse que jamais. Cet après-midi-là, Antoine s'est mis au courant de la tentative de Sophie. Il ne m'a pas demandé de détails, il a seulement dit « S'ils nous laissent encore avec elle, je m'en vais, même si je dois vivre dans la rue. » Je lui ai dit que cela n'allait pas arriver, que le juge voyait tout, mais par-dedans, je craignais que le processus légal n'avance pas assez vite, parce que Sophie n'attendait pas les sentences. Elle agissait, et si j'avais appris quelque chose dans ces mois, c'est qu'elle n'avait pas besoin de casser des portes pour détruire des foyers. Elle avait seulement besoin d'une opportunité et elle cherchait déjà la suivante. Le vendredi soir, pendant que les enfants regardaient un film et que je pliais des vêtements dans la chambre, ils ont frappé à la porte. Ce n'était pas la police ni une travailleuse sociale. C'était un homme en costume avec une enveloppe à la main et un sourire répété. Je viens de la part du cabinet de médiation familiale. Madame Sophie a sollicité une audience privée avec vous. Elle dit avoir des preuves que vous violez les droits de ses petits-enfants. J'ai reçu l'enveloppe sans dire un mot. Quand j'ai fermé la porte, j'ai su que ce n'était pas un rendez-vous de médiation. C'était un piège légal déguisé en dialogue. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des photos. Des photos prises sans ma permission, des enfants jouant dans la cour. De moi faisant les courses, d'Antoine sortant de l'école. Ce n'étaient pas seulement des images, c'était de la surveillance. Il y avait aussi un document rédigé par le nouvel avocat de Sophie dans lequel on sollicitait une mesure préventive, que les enfants soient envoyés temporairement dans un centre de protection infantile pendant que se résolvait la dispute de garde. C'était une manœuvre cruelle. S'ils ne pouvaient pas me les enlever pour les donner à elle, au moins ils essaieraient de me les arracher avec le prétexte de les protéger d'un conflit familial. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'avais pensé à comment expliquer aux enfants qu'ils pourraient les emmener dans un foyer si le juge acceptait cette mesure. J'ai pensé au regard d'Amélie si des uniformés arrivaient frapper à la porte. J'ai pensé au vide que laisserait son rire dans cette maison nouvelle que nous commencions à peine à appeler foyer. Mais alors, je me suis souvenu de quelque chose, la lettre. Cette feuille que j'avais signée il y a des semaines désignant une famille de confiance comme tuteurs légaux en cas d'urgence. Le jour suivant, je l'ai apportée à l'avocate qui l'a présentée devant le juge comme défense anticipée. Le juge a décidé de réviser d'abord les antécédents de la plainte, a convoqué une audience spéciale urgente pour écouter les enfants une fois de plus, cette fois accompagnés de leur maîtresse, du directeur de l'école et de la nouvelle équipe psychologique qui avait déjà dans ses mains les rapports réels, non manipulés. Nous avions 3 jours pour réunir tout le monde. 3 jours pour préparer la défense la plus importante de nos vies. Parce que si nous perdions cette audience, les enfants n'iraient pas avec Sophie, mais ils ne pourraient pas non plus continuer avec moi. Et je n'allais pas laisser qu'ils les arrachent du seul lieu
où enfin il se sentait en sécurité. La salle du tribunal était pleine, non par le nombre de personnes, mais par le poids de ce qui était en jeu. Antoine, Amélie et son petit frère sont entrés d'un pas ferme, chacun tenant ma main. La directrice de l'école, sa maîtresse de confiance et la psychologue assignée par le juge étaient présentes. Sophie n'a rien dit en nous voyant, elle a seulement baissé le regard comme si elle savait qu'elle avait franchi une ligne d'où elle ne pouvait plus revenir. Le juge a demandé le silence et l'audience a commencé. Cette fois, il ne s'agissait pas de qui avait raison, mais de qui pouvait leur offrir un foyer, pas une maison. Un par un, les témoins ont parlé. La directrice a dit que les enfants avaient des fleuris depuis leur arrivée. La maîtresse a raconté comment Amélie avait commencé à dessiner des sourires, au lieu de larmes. La psychologue a été claire. Ces mineurs ne présentent pas de symptômes de manipulation ni d'aliénation. Ils présentent des signes de récupération après une expérience d'abandon émotionnel. Le juge a pris note en silence, puis ce fut le tour des enfants. Antoine, comme toujours, a pris la parole. J'ai choisi d'être avec ma grand-mère parce que quand elle m'embrasse, je me sens en sécurité, et cela, je ne l'ai jamais senti avec ma maman. Le juge a demandé. En revenant, il a dicté la résolution avec une voix qui ne tremblait pas. Madame Françoise est légalement reconnue comme tutrice permanente de ses 3 petits-enfants. Toute tentative de garde de la part de Madame Sophie est révoquée jusqu'à nouvel avis judiciaire, conditionné à une réhabilitation psychologique complète. Les mots sont tombés comme une bénédiction. J'ai senti Amélie me serrer la taille, le plus petit s'accrocher à mon bras et Antoine sourire. Un sourire de vérité, sans peur, sans rage. Sophie s'est levée et est sortie sans dire un mot. Personne ne l'a suivie. Cette nuit-là, déjà dans notre maison, nous avons tous dîné ensemble. Il n'y a pas eu de toast ni de fête, seulement du riz au lait. La recette qui faisait penser aux 3 à ma cuisine d'avant. Amélie a mis de la musique et est montée sur une chaise en imitant une maîtresse. Le plus petit a dessiné une famille avec 4 figures et Antoine, d'une voix tranquille, a dit « Ceci était ma maison. Et toi, grande-mère, tu es la maman qui nous est arrivée et que nous avons choisie. » J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les larmes sortir enfin, non de douleur, mais de soulagement. Parce qu'après tout ce que nous avions vécu, après avoir tout perdu, j'avais gagné le plus important. Non pas être crainte ni respectée, mais aimée. 6 mois ont passé depuis ce jour au tribunal. Les enfants ont grandi, non seulement en taille, mais en confiance. Antoine aide maintenant les autres enfants de l'école avec leurs devoirs. Amélie chante dans la chorale et le petit a appris à faire du vélo dans la cour de notre maison. Sophie n'a plus essayé de nous contacter. Selon ce que j'ai entendu, elle suit une thérapie obligatoire et travaille dans une autre ville. Julien m'a envoyé une lettre il y a 2 mois, demandant pardon, mais je ne l'ai pas répondu. Certaines blessures ont besoin de temps pour guérir. La maison du centre historique et c'est devenu notre vraie maison. Nous avons planté des fleurs dans le jardin, peint les murs de couleurs vives et rempli chaque coin de rires et de conversations. Les voisins nous saluent avec affection et les enfants ont des amis qui viennent jouer l'après-midi. L'école nous a invités à plusieurs événements et je me sens fière de marcher à côté d'eux, non comme une grand-mère qui aide, mais comme leur mère choisie. Parfois, quand je les regarde faire leurs devoirs ou jouer dans le jardin, je pense à tout ce chemin parcouru. J'ai perdu une fille, mais j'ai gagné 3 enfants. J'ai perdu une maison, mais j'ai trouvé un foyer. J'ai perdu la confiance en mes propres enfants, mais j'ai découvert que l'amour véritable ne vient pas toujours de qui on attend. Il y a des nuits où Antoine vient encore me demander si tout va bien, si personne ne va venir nous séparer. Je lui réponds toujours la même chose. Nous sommes une famille maintenant, et les familles restent ensemble. Le processus légal s'est finalement terminé il y a 1 mois. Le juge a dicté la tutelle définitive en ma faveur avec tous les droits et responsabilités que cela implique. Sophie a perdu définitivement ses droits parentaux et ne peut pas s'approcher de nous sans une autorisation judiciaire. Le jour où ils m'ont entremis les documents finaux, j'ai pleuré, mais cette fois de joie pure. Cet après-midi-là, nous avons célébré avec un gâteau au chocolat qu'Amélie a aidé à faire. Antoine a fait un discours comme un petit homme, remerciant que nous soyons ensemble.
Le plus petit a seulement dit qu'il m'aimait et qu'il ne voulait jamais partir. Moi, je les ai regardés tous les trois et j'ai compris que c'était ça, le bonheur. Pas l'absence de problème, mais la présence de l'amour véritable. Maintenant, quand les gens me demandent comment j'ai fait pour surmonter tout cela, je leur dis que je n'ai pas fait grand-chose. J'ai seulement écouté mon cœur et j'ai protégé ce qui était le plus important. Parfois, l'amour nous demande d'être courageux, de défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes et de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Mes petits-enfants m'ont appris que la famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour, le respect et la protection mutuelle. Ils m'ont montré que même dans l'obscurité la plus profonde, il y a toujours une lumière qui nous guide vers la maison. Et cette maison, nous l'avons construite ensemble avec des mains pleines d'amour et un cœur plein d'espoir. Aujourd'hui, je sais que j'ai pris la bonne décision. Quand je les vois grandir heureux et en sécurité, quand j'entends leur rire remplir chaque coin de notre maison, quand ils me disent qu'ils m'aiment avant de dormir, je comprends que tout a valu la peine. Parce qu'au final, l'amour véritable triomphe toujours, même contre toute attente, même quand le chemin semble impossible. Et si un jour, dans des années, quelqu'un leur demande pourquoi ils ont choisi de rester avec leur grand-mère, je sais qu'ils répondront comme Antoine l'a dit, parce qu'elle nous a aimés quand personne d'autre ne l'a fait, parce qu'elle nous a protégés quand nous en avions le plus besoin, parce qu'avec elle, nous avons appris ce que signifie vraiment